Je laisse la parole à Anaïg Chatin et David Seguin qui vont vous présenter ce joli programme. Merci beaucoup. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc avec Anaïg Chatin, nous vous proposons ce soir le témoignage, le retour d'expérience concret, opérationnel de l'Institut national du patrimoine en matière de formation à la déontologie du service public. Donc très rapidement, et pour revenir sur des points qui ont déjà été abordés en introduction de cette soirée. Donc l'Institut national du patrimoine, établissement d'enseignement supérieur du ministère de la Culture et de la Communication créé en 1990, a pour mission donc le recrutement par concours et la formation initiale des conservateurs du patrimoine et également la sélection par concours et la formation des restaurateurs du patrimoine. Ce soir, nous aborderons la question de la formation initiale et de la formation permanente des conservateurs du patrimoine et donc la création du module déontologie qui étant opérationnel à l'INP depuis 2016. Pour vous donner quelques points de repère, la formation initiale des conservateurs du patrimoine s'effectue sur d'une durée totale de 18 mois, mêlant à part égale 9 mois de formation théorique et 9 mois de stage pratique. Et cette formation initiale a fait l'objet d'une réforme importante en 2015. Donc Christian Autain vous a donné les grandes lignes, qui a conduit à la création ou la refonte profonde de 3 nouveaux modules de formation dédiés respectivement à la déontologie, au management et à la communication. Et ces 3 nouveaux modules de formation initiale ont été systématiquement construits en lien avec la formation permanente et déclinés également en formation permanente. Quelques mots de contexte sur l'histoire de cette formation, de ces formations à la déontologie. En fait, cette histoire, c'est l'histoire d'un partenariat signé en 2015 entre l'École nationale d'administration et l'Institut national du patrimoine, donc 2 grandes écoles du service public, membres du réseau des écoles du service public, qui ont pour mission essentielle d'assurer la formation des dirigeants et des responsables du service public. Pour mettre en œuvre cette formation à la déontologie, nous nous sommes appuyés bien évidemment sur l'expérience déjà acquise dans les 2 écoles en matière de déontologie et nous avons associé également nos savoir-faire pédagogiques pour élaborer en commun et pour la première fois dans l'histoire de l'INP également de l'ENA un module de formation à part entière et bien identifié consacré à la déontologie du service public ou au management éthique. Ces formations se sont concrétisées, comme le disait Anaïg, en janvier 2016 pour la formation initiale d'application des élèves conservateurs et en mars 2016 pour la formation continue des professionnels du patrimoine et des professionnels du service public plus généralement. J'insisterai également sur ce projet pédagogique conjoint ENA-INP qui a été sélectionné et soutenu par la communauté d'universités ESAM dans le cadre de l'IDEX Paris Nouveau Monde au titre des investissements d'avenir. Alors la déontologie, on en parle, mais qu'est-ce que c'est ? Étymologiquement et assez rapidement, c'est la science de ce qu'il faut faire, la science du devoir. Et donc la déontologie, il ne faut pas la réduire simplement à l'application de règles juridiques. En fait, la déontologie consiste, on le disait tout à l'heure, à donner aux agents publics les moyens d'adopter le comportement approprié face à des situations concrètes, réelles, des situations professionnelles, mettant en jeu les valeurs fondamentales du service public. Ces valeurs, quelles sont-elles ? Je vous les rappelle très rapidement. L'intégrité, la probité, la neutralité, le respect du principe de laïcité ou encore l'égalité de traitement des usagers face au service public. Et comme le disait Christian, et pour paraphraser Christian Vigourou, donc président de la section de l'intérieur au Conseil d'État, la déontologie, c'est quoi ? C'est l'art de se poser les bonnes questions avant qu'il ne soit trop tard. C'est également donc, bien sûr, l'art de se questionner face à des situations concrètes, des situations réelles qui engagent l'agent et qui mettent en jeu les règles et les valeurs de ce service public. Mais, vous me direz, adopter un comportement conforme
à la déontologie n'est pas un enjeu nouveau pour les agents du service public. Particulièrement pour ceux d'entre vous, d'entre nous, qui sommes dans une situation hiérarchique, au sein d'une hiérarchie, et qui sont amenés à prendre des décisions ou à influer sur leur élaboration. Ou pour ceux également d'entre vous, d'entre nous, qui sommes exposés à des pressions de toutes sortes, de toutes celles et de tous ceux, que ce soit des individus ou des organismes, pour lesquels ces décisions ont des conséquences. Toutefois, la question de la déontologie se pose avec une actualité particulière dans un monde bien sûr désormais ouvert, où l'action publique implique des contacts récurrents, répétés, avec d'autres domaines d'activité, notamment le secteur, le monde économique. On parlera tout à l'heure des marchés publics, où également les échanges internationaux sont nombreux et nous demandent, nous, agents publics, une adaptation constante de nos pratiques professionnelles. L'actualité est également particulière et brûlante, puisque vous savez qu'une loi a été promulguée en avril 2016, loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Et donc j'appelle votre attention sur le fait que l'ENA et l'INP étaient en quelque sorte en avance, puisque dès 2015, nous nous sommes associés pour réfléchir à ces formations à la déontologie qui doivent être analysées, conçues comme des instruments d'accompagnement à cette loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. L'actualité est également brûlante, vous le savez, avec un projet de loi en cours sur la moralisation de la vie publique, donc en cours de préparation par le nouveau gouvernement nommé ce jour. Aussi, la déontologie doit-elle s'intégrer pleinement dans la pratique des acteurs du service public. Et donc cela implique bien évidemment pour les agents du service public que nous sommes, pour les acteurs publics, de connaître, de s'approprier et de mettre en œuvre les valeurs, les règles et les techniques de questionnement, de réflexion qui constituent la déontologie du service public. Alors pour être très concrète, comment les choses se concrétisent-elles dans le cadre de la formation initiale d'application des conservateurs stagiaires ? L'idée, en créant ce module, était à la fois d'apporter aux conservateurs stagiaires un socle de références et de connaissances extrêmement solides sur les questions de déontologie, mais aussi et surtout de favoriser leur réflexion et leur mise en pratique de ces questions à partir de retours d'expérience, de cas pratiques, d'études de cas, de mise en situation qui peuvent leur permettre d'acquérir une véritable réflexion et une véritable opinion sur ces enjeux. Donc, nous commençons en fait le module par une conférence inaugurale assurée par Christian Vigouroux qui vise à rappeler ce que sont les fondements essentiels de la déontologie du service public, ses valeurs, les normes écrites contraignantes, la législation ou incitative comme les chartes de déontologie qui peuvent être mobilisées sur ces questions et puis aborder les techniques de mise en œuvre de la déontologie et créer un premier point de vigilance sur ces enjeux. À titre d'information, cette conférence inaugurale consacrée à la déontologie du service public est le premier cours de la formation initiale des conservateurs stagiaires, ce qui dit bien l'importance accordée à ces questions et à ces valeurs qui sont véritablement perçues et abordées comme un socle de référence commune pour l'ensemble de la promotion. Ensuite, au-delà de cette déontologie du service public abordée dans son cadre le plus large, nous revenons sur ces enjeux dans le cadre d'une table ronde qui a lieu quelques semaines plus tard, qui permet aux élèves fonctionnaires d'échanger avec des professionnels en poste à partir de retours d'expérience sur des situations extrêmement concrètes.
Les professionnels que nous sollicitons dans ce cadre sont des conservateurs du patrimoine exerçant dans les différents champs de spécialité qui sont nos métiers, le monde des musées, le monde de l'archéologie, le monde des archives, de l'inventaire général du patrimoine culturel, l'ensemble des champs donc, qui constituent le cœur de nos métiers. Et ces retours d'expérience permettent d'appréhender la déontologie à partir de situations réelles et d'aborder la déontologie du conservateur du patrimoine. Et donc de mettre en relation les valeurs générales du service public avec les situations concrètes que nous rencontrons dans le cadre de l'exercice de notre profession. Ces deux séquences, plus basées sur des apports théoriques et réflexifs, se poursuivent par le biais d'un travail personnel qui sera conduit par chaque élève conservateur pendant le stage de spécialité qu'il aura à conduire à la fin de sa première année de formation à l'INP sur une durée de 6 mois, à partir d'une grille d'analyse et d'un travail de réflexion qui lui sera demandé à l'occasion de ce stage. Alors pour vous en dire quelques mots, ce travail de réflexion est basé sur un principe essentiel, celui de la cartographie des risques et de l'analyse de l'environnement professionnel. On fournit à chaque conservateur stagiaire un petit outil méthodologique rapide, une petite grille qui croise un certain nombre de valeurs avec un certain nombre de champs de relations qui peuvent venir heurter ou mettre en jeu ces valeurs. Et l'idée de cette grille est de favoriser un certain nombre de questionnements, de prises de conscience. Ce travail est mené en lien étroit avec le maître de stage. L'idée aussi est que cette grille puisse servir d'outil de dialogue entre le conservateur stagiaire et le maître de stage et favoriser le débat, l'échange d'expériences, le partage d'expériences autour de ces enjeux. L'idée essentielle de ce travail de cartographie des risques est de susciter une prise de conscience et une véritable appropriation de ces enjeux à partir des situations réelles, concrètes, qui sont rencontrées pendant ces 6 mois de stage fondamentaux dans le parcours de formation de nos élèves. On demande aux élèves de faire émerger un certain nombre de problématiques qui retiennent plus spécifiquement leur attention à partir de cet outil d'analyse et d'avoir une réflexion plus approfondie sur un certain nombre de cas pratiques qu'ils rencontrent et qui retiennent plus particulièrement leur attention. Au retour de stage, nous demandons à l'ensemble de nos élèves de mettre en commun ces réflexions, les questionnements qu'ils ont pu rencontrer, les difficultés, les points qu'ils souhaitent approfondir et aborder de manière plus conséquente à l'occasion d'une journée de formation. Le matin, les élèves travaillent en atelier à partir d'un certain nombre de thèmes qu'ils ont choisi de retenir et l'après-midi, à partir d'une première construction de synthèse à partir de leurs réflexions, nous leur proposons de débattre et d'échanger avec un certain nombre de collègues, hauts fonctionnaires issus des grands corps de l'inspection ou d'un certain nombre de grands corps de l'État qui vont leur permettre de dialoguer et de bénéficier du retour d'expérience de professionnels ayant exercé de très hautes responsabilités. Et à l'issue de cet échange, sous forme d'atelier, nous procédons à une restitution globale qui permet de partager l'ensemble des réflexions de la promotion à l'échelle du groupe entier de nos élèves. Cette année, les thèmes qui avaient été retenus par nos élèves sont le thème de la loyauté, celui de la transparence, celui de la neutralité, de la collégialité, de l'impartialité. Et donc, ce qui nous semble extrêmement important, c'est de favoriser le dialogue et la construction d'une réflexion commune sur ces enjeux à partir de situations très réelles et concrètes rencontrées autour des stages. Et puis, nous avons approfondi ce travail de réflexion par une dernière journée de formation consacrée à la résolution d'études de cas. Les études de cas avaient été proposées par un certain nombre de collègues exerçant là aussi dans les différents domaines et les différents champs du patrimoine sous forme de petits scénarios proposant des situations problématiques et avec l'aide de nos 2 enseignants en droit du patrimoine, Marie Cornu et Vincent Négri, les élèves ont restitué la résolution de ces cas pratiques et bénéficié du retour et des apports
apports méthodologiques qu'il pouvait retirer d'un dialogue avec un certain nombre d'enseignants et de professionnels. Voilà comment se construit le travail en formation initiale, un socle de références communes, des connaissances théoriques et beaucoup de mise en situation, d'échanges, de dialogues et de réflexions bâties en commun. Donc en ce qui concerne la formation professionnelle continue, la méthodologie est similaire. La pédagogie est fondée sur une alternance entre apport théorique, apport méthodologique et une pédagogie active, c'est-à-dire des mises en situation, des études de cas, donc une pédagogie impliquante où le stagiaire est positionné comme un apprenant acteur qui va vraiment s'investir pleinement dans le cadre de la formation. Vous avez là sous les yeux le déroulé prévisionnel de la formation déontologie qui aura lieu cette année en 2017. Donc avec une première séquence. Donc cette formation se déroule en 2 jours, donc 14 heures de formation où sont réunis une dizaine de stagiaires. La première séquence est consacrée à des apports théoriques, donc sur l'état du droit, l'actualisation des connaissances, les règles et les valeurs communes au service public. Et puis nous passons par des études de cas en groupe avec une restitution collégiale. Donc là, je vous ai cité les deux études de cas qui avaient été choisies par le groupe de l'année dernière. Donc une première étude de cas sur la question de l'accès à l'information et de la mise à disposition de la communicabilité de l'information. Et seconde étude de cas proposée par le groupe, donc en fonction de leurs besoins et de leurs attentes, bien évidemment, c'est la question de la déontologie de la mobilité entre fonction publique et secteur privé, et notamment la question du pantouflage. Le lendemain, nous commençons par un atelier de co-développement. Donc ça, c'est une innovation pédagogique à l'Institut national du patrimoine où les stagiaires choisissent un thème qui les intéresse. Je précise que l'administration n'est pas présente pendant cet atelier de co-développement, c'est-à-dire que moi, en tant qu'adjoint directeur des études responsable de la formation, je ne suis pas présent pour ne pas créer de biais au sein de l'échange et de la réflexion entre l'ensemble des stagiaires. Et enfin, nous finissons la journée par des mises en situation professionnelle, donc un partage d'expériences et de regards croisés sur la déontologie. Donc là, je vous ai mis quelques situations professionnelles qui ont été choisies par les stagiaires, donc des situations très classiques sur les questions de conflit d'intérêts, de cadeaux, d'obligation d'impartialité et de réserve, et également d'égalité de traitement des usagers du service public. Donc en gros, nous avons une casothèque qui comprend une quinzaine de cas qui peuvent être traités par les stagiaires avec l'aide, bien sûr, des formateurs. Pour conclure rapidement, les évaluations de ces formations initiales et formations professionnelles continues sont très positives. Elles sont ajustées d'année en année, de 2016 à 2017 par exemple, et corrigées en fonction des attentes et des besoins des professionnels. Mais il est certain, et ce sera le mot de la conclusion en ce qui nous concerne, que la formation à la déontologie est une garantie, non seulement pour les stagiaires en formation, pour les futurs agents publics, les élèves conservateurs, mais également les agents publics en formation professionnelle continue, face aux erreurs ou aux oublis auxquels l'absence de déontologie pourrait les confronter. Mais aussi, c'est une garantie pour la collectivité, pour l'ensemble des citoyens qui expriment de façon régulière et de façon légitime une attente croissante vis-à-vis des responsables publics. Merci à vous.